Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, l'intelligence artificielle et les big data, je trouve ça super anxiogène. Donc je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est à mon avis la troisième grande révolution de ce début du siècle, qui est l'intelligence collective. Donc on ne va pas parler d'objets connectés, on va parler d'humains connectés. On ne va pas parler d'intelligence artificielle, on va parler d'intelligence humaine et des choses formidables qu'on peut faire avec, entre autres, repousser considérablement les limites de la prévision. Donc on va parler de prévision ce matin. Alors d'abord, l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est ? C'est cette idée très simple, pas très nouvelle, parce que ça date maintenant ça date d'Aristote, mais enfin bon, le gros bouquin sur cette affaire, c'était quand même Wisdom of Crowds, en 2004, donc il y a maintenant 10 ans. Cette idée toute simple, mais formidablement subversive, que personne, même le meilleur d'entre nous, le proverbial meilleur d'entre nous, l'expert, personne n'est meilleur que tout le monde. Tout le monde ensemble, on peut faire des choses beaucoup plus fortes que le plus intelligent d'entre nous. Alors pourquoi ça marche ? Parce que chacun, n'étant pas omniscient, a une partie de la connaissance, et chacun aussi a des œillères qui lui sont imposées par son idéologie, son modèle de pensée, etc. Donc chacun peut contribuer des savoirs et des biais, et quand on met tout ça ensemble, les biais vont s'annuler, alors que la connaissance, les savoirs, vont s'accumuler. Donc on va éliminer le bruit en rajoutant du bruit des autres, un peu comme les casques qui éliminent le bruit par le bruit, et on va augmenter la puissance du signal. C'est aussi bête que ça. Alors comment ça marche ? Ça marche parce que... Enfin, pourquoi ça marche ? On sait tous qu'il y a des groupes qui sont complètement stupides. On a été élevés dans la méfiance des foules. Et là, on parle de sagesse des foules. Alors en fait, il y a une recette qui fait qu'un groupe va être intelligent. Il faut beaucoup de diversité. Il faut plein de gens qui pensent de façon différente, qui viennent de différents backgrounds. Et il faut que chacun puisse exprimer sa différence en toute indépendance, sans être pressurisé à une forme de conformité. Quand vous êtes dans un meeting avec le boss, vous êtes 12 autour de la table et le boss dit « Et vous pensez quoi ?» C'est ce qu'il y a de pire. Évidemment, tout le monde vous regarde en disant « Qu'est-ce qu'il va dire comme connerie ?» Donc ça, c'est typiquement pas... Ça ne va pas produire de l'intelligence collective. Mais si chacun peut s'exprimer de façon complètement indépendante, peut véritablement dire ce qu'il pense, à ce moment-là, on va obtenir quelque chose de formidable, à condition d'avoir un agrégateur de tout ce qui a été contribué par chacun. Et donc nous, on utilise ça pour faire de la prévision à travers ce qu'on appelle des marchés prédictifs. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais en gros, ce sont des plateformes de paris en ligne qui obligent les gens à faire des prévisions en pariant les uns contre les autres. Et pourquoi le pari est intéressant comme mécanisme ? C'est parce que pour parier, on est obligé de ne pas être d'accord. On est obligé de trouver, quand on fait un pari avec quelqu'un d'autre, d'abord on est obligé de trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, et on est obligé de trouver quel est le point entre vous et lui où vous êtes d'accord pour ne pas être d'accord. Et c'est ce point-là qui va représenter une forme de consensus. Okay ? Et le pari en ligne est formidable pour ça. Et The Economist récemment a remarqué, parce que maintenant ça fait quand même 25 ans qu'il y a des études là-dessus, donc je vous parle d'un truc qui n'est pas très nouveau, mais qui n'est pas encore complètement pénétré, que les marchés prédictifs fonctionnaient beaucoup mieux que toutes les autres formes de prévision qu'on a aujourd'hui. Par exemple, quand on fait des études chez Google, chez Campbell's, chez Arcelor, enfin des industries extrêmement différentes qui implémentent ce type de paris en ligne en interne avec leurs employés pour faire par exemple des prévisions de vente de nouveaux produits, on trouve que 70% des fois, c'est plus juste que la prévision qu'on avait d'habitude tirée d'une feuille Excel avec salesforce.com ou je ne sais quoi. Donc 70% des fois, 2 fois sur 3, ça va être mieux. Okay ? Et ça va être mieux comment ? Ça va être 25% mieux en termes de précision. Enfin, en gros, c'est entre 15 et 30%, j'ai mis 25. Mais suivant les études et la difficulté qu'on a. Quand on fait des prévisions sur, par exemple, des produits qui dépendent de la météo à 6 mois, évidemment, c'est plus difficile que quand on fait une prévision sur ce qui va se passer le mois prochain. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un marché prédictif ? En gros, vous pouvez prendre n'importe quelle question qui va éventuellement être résolue par oui ou par non. Par exemple,
récemment, on a eu, enfin c'était récemment, maintenant il y a un an, est-ce que les Écossais vont voter oui au référendum pour l'indépendance? Donc on crée un stock qu'on va mettre sur un marché comme on mettrait l'action d'une entreprise sur un marché financier, à la bourse. On crée un stock. Cette action, elle va valoir 100 si la réponse est oui, elle vaudra 0 si la réponse est non. Et tant qu'on ne sait pas quelle est la réponse, et donc quelle est la valeur ultime finale de cette action, eh bien, elle va valoir ce que les gens sont prêts à l'acheter et la vendre entre eux. En gros, il y en a qui vont parier que ça va être oui, ils vont l'acheter. Il y en a qui vont parier que ça va être non, ils vont la vendre. Et le prix entre 0 et 100 va vous donner une probabilité. Donc par exemple, sur l'Écosse, qu'est-ce qu'on a eu? On voit trading sur plusieurs mois. Quand c'est en dessous de 50, entre 0 et 100, ça veut dire que ça va être plutôt non. Quand c'est au-dessus de 50, ça va être plutôt oui, naturellement. Et puis quand c'est à 50, ça veut dire 50-50, en gros, on ne sait pas, quoi. Donc on voit que pendant très longtemps, la prévision du marché a été plutôt non. Et puis il y a eu quelques sondages un peu foireux qui sont sortis, par exemple YouGov, qui fait des sondages super foireux, et qui ont dit que ben non, en fait les Écossais vont voter oui. Alors le marché y a cru 5 minutes et puis il s'est recassé la figure. Et il était, en gros, il donnait 17% de chance, ce qu'on voit ici, hein, 17% de chance que l'Écosse vote oui la veille du vote. Alors on peut dire ouais, c'était facile, etc. Mais non, c'était pas facile parce que quand on regardait la couverture médiatique, alors j'ai mis le point, les points ils sont très sympas, on les adore, on travaille avec eux maintenant. Mais tout le monde disait la même chose. Il disait les sondages sont super serrés, l'incertitude est totale, quel suspense. Ben non, quand on regardait le marché prédictif, l'intelligence collective des parieurs, il n'y avait pas de suspense. C'est 17% de chance seulement que ça passe. Et ça, on l'observe dans plein de cas différents. Ça marche tellement bien. Alors, ça, c'était ce qu'on savait avant. Maintenant, je vous parle de quelque chose qui est nouveau. Ça marche tellement bien que les agences de renseignement américaines se sont dit « Oh là là, mais on fait des prévisions parfois assez foireuses. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour améliorer la qualité de ce qu'on fait en termes de prévisions géopolitiques ?» Et alors, comme ils ont beaucoup de moyens, à travers une agence qui s'appelle IARPA, Intelligence Advanced Research Project Agency, ils ont financé une énorme étude, la plus grande étude qui a jamais été faite sur la prévision, le plus grand concours de prévision, si vous voulez, avec 30 millions de dollars de budget, des milliers de participants, 500 questions géopolitiques pendant 4 ans, qui ont été posées à des amateurs, en gros des gens comme vous et moi, recrutés sur Internet, qui s'intéressent à la géopolitique, évidemment, parce qu'il faut quand même y passer un peu de temps, qui sont payés 200 $ par an pour répondre à des centaines de questions de façon quasi quotidienne. Et on a fait ça avec, nous on est Luménogic, donc on a fait ça avec Penn et Berkeley qui menaient le projet. On fournissait un peu de technologie et de conseils. Et le résultat de ça est tout à fait passionnant. 4 découvertes fondamentales qui sont 1. Quelques centaines de prévisionnistes recrutés sur Internet, payés 200 $. Ça fait même pas 170 € à l'époque. Sont capables, quand on agrège leurs prévisions, de faire mieux que les prévisions en interne de la CIA. Sur les mêmes sujets. C'est les questions que la CIA posait. Combien mieux? Jusqu'à 30% mieux. Ils n'avaient pas accès à l'information top secret, ils avaient accès à Google. Donc c'est quand même super impressionnant. Secondo, les marchés prédictifs surpassent largement les sondages en termes de méthode d'agrégation. C'est-à-dire si on demande à chacun qu'est-ce que vous en pensez, et puis ensuite on prend juste la moyenne, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien que de faire parier les gens les uns contre les autres. On obtient une finesse de prévision qui est largement plus grande. Troisièmement, et ça c'est complètement étonnant, c'est que quand il s'agit de faire une prévision, on a tendance naturellement à aller se dire bon, ben, on va demander à un expert du domaine, on va aller demander à Hubert Védrine ou Jacques Attali, je ne sais quoi, pour faire une prévision géopolitique, okay, parce que c'est un expert, il doit savoir. Eh bien, en fait, la découverte qui a été faite, c'est que ce qui compte le plus pour faire une prévision, pas pour faire une analyse, mais une prévision,
c'est la façon dont on pense. Ce n'est pas ce qu'on sait déjà. Il y a des gens qui ont une façon de penser, qu'ils soient amateurs ou experts, c'est leur façon de penser qui va faire qu'ils vont faire des très bonnes prévisions. Et cette façon de penser, c'est le contraire de l'idéologie. C'est ce qu'on appelle le active open-minded thinking. L'ouverture d'esprit active. Ça ne veut pas dire « je suis ouvert à vos idées ». Ça veut dire « je vais activement chercher les gens qui ne sont pas d'accord avec moi avant de me faire une opinion ». Okay ? Eh bien, cette façon de faire, ça va donner des gens qui sont formidables en prévision. Et quatrièmement, cette compétence est stable. On prend ceux qui sont très bons une année, ce sont les mêmes qui vont être très bons l'année d'après, ce sont les mêmes qui vont être très bons l'année d'après, etc. Donc une fois qu'on a identifié ces gens-là, on a identifié en gros un super cerveau qui va être hyper utile. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On s'est dit, puisqu'on peut identifier des super cerveaux qui sont extrêmement adaptés à la prévision, si on en met plein ensemble et qu'on les fait parier les uns contre les autres, on va obtenir ce qu'on va appeler un hypermind qui va être capable de faire des prévisions de tonnerre dans tous les domaines, puisque ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on sait dans le domaine déjà, c'est comment on va réfléchir à la question qui nous est posée. Ensuite, c'est assez facile de s'informer sur un domaine une fois qu'on a la bonne attitude. Donc on a un panel de pronostiqueurs d'élite qui sont recrutés et rémunérés uniquement à la performance. Quand on n'est pas bon, on n'est pas rémunéré. On leur pose des questions sur mesure et ils vous donnent, à travers ces paris en ligne, exactement comme la bourse vous donne un prix pour France Télécom chaque seconde, on vous donne une prévision qui évolue en temps réel sur la question qui vous intéresse. Alors, est-ce que ça marche ? Vous avez ça sur le point aujourd'hui, vous pouvez voir certaines de nos prévisions en temps réel. Est-ce que ça marche ? Oui. On dit en rigolant que la réalité s'aligne sur les prévisions d'Hypermind, mais en fait, on ne rigole pas du tout, parce que ça marche. Donc si on prend le prix entre 0 et 100 de la question, de la réponse oui, par exemple sur l'Écosse, on prend le prix entre 0 et 100, et on prend toutes les questions qui ont ce prix-là, et on observe combien d'entre elles se réalisent, il y a une correspondance quasi parfaite entre la prévision et la probabilité que ce qu'on a prévu se réalise. Quand on dit que quelque chose a 30% de chance de se réaliser, ça se réalise effectivement 3 fois sur 10. Si on dit que ça a 80% de chance, ça se réalise 8 fois sur 10. Et ça, c'est quel que soit le domaine. Là, vous avez les datas sur 151 questions pendant 18 mois. Donc voilà, assez étonnant. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche très bien. Est-ce que ça marche mieux qu'autre chose ? Oui, ça marche mieux que le big data, les statistiques. Sur certains domaines, par exemple sur les domaines électoraux, où c'est très difficile de juste prendre une agrégation de sondages. Certains d'entre vous ont entendu parler de Nate Silver, le fameux super statisticien qui a créé cette vague de data scientists qui prédisait les élections américaines, etc. On a réussi à faire beaucoup mieux que Nate Silver sur les élections américaines. Pourquoi ? Parce que le big data, c'est génial quand on a des datas super structurées qu'on peut input dans l'ordinateur, qu'on peut mettre dans la machine, parce qu'elles ont cette forme-là. Tandis qu'il y a plein de choses dans les affaires humaines. Par exemple, est-ce que Assad sera encore au pouvoir en Syrie dans 6 mois ? Il n'y a juste pas de data pour ça. Ou alors les datas qui existent, elles ne sont pas traitables par ordinateur aujourd'hui. Okay. Donc il y a énormément de choses. On peut parler d'Assad, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un nouveau produit sur lequel il n'y a aucun data non plus. On peut difficilement prévoir le succès que va avoir un nouveau produit. Comme disait Eric tout à l'heure, il y a 80% des startups qui vont se planter parce qu'elles ont mal prévu leur produit. Chaque startup est un nouveau produit. Donc on peut, avec l'intelligence collective, surperformer le data aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui est un message extrêmement humaniste et qui est une note d'espoir dans ce monde où on a tendance à de plus en plus nous assimiler à des algorithmes et à des statistiques.